Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Ensemble. Ce mois-ci, je vous propose de chausser vos baskets. On parle sport. Les 4 et 5 juin ont eu lieu les Jeux du Grand Genève. 2600 jeunes, 23 sports représentés. Un événement pour le moins transfrontalier. On en parlera avec 2 personnes impliquées dans le sport. Sybille Bonvin pour le côté suisse, Antoine Bloin côté français. Et puis, vous le savez, à la fin de ce magazine, on part à la découverte du territoire. Alors ce mois-ci, nous étions sur les traces des dinosaures. Il y a 150 millions d'années, le Grand Genève était une terre peuplée de ces créatures préhistoriques. Mais tout de suite, un peu de sport. Dans moins de 60 jours se tiendront les Jeux Olympiques. Mais dans le Grand Genève, d'autres jeux ont déjà eu lieu. Retour sur un week-end riche en compétition et en émotions. Ils plongent, font des passes, renvoient la balle, rament, se placent en mêlée. Ils ont tous en commun la passion du sport et pourtant ces jeunes de 10 à 18 ans viennent de Haute-Savoie, de l'Ain, du canton de Genève et Vaud. Ces quelques 2600 sportifs présents aux Jeux du Grand Genève ont un sens du jeu et des règles déjà bien développé. Pour l'instant, on est assez confiant. Le premier match, on l'a gagné, le deuxième match nul, le troisième, on l'a perdu et lui, on l'a gagné. Donc je pense qu'on va peut-être arriver en demi-finale, on espère, et on espère qu'on va gagner. Ils étaient soutenus par les marraines et parrains de l'événement, des sportifs à dimension internationale présents pour leur donner quelques conseils. Le conseil principal, je pense que c'est surtout de vraiment apprécier ce qu'ils font et puis de se donner à fond et de profiter de chaque instant et d'apprécier chaque instant et de se donner les moyens aussi d'aller de l'avant et de rêver grand et d'être déterminé dans ce qu'ils font. D'ailleurs, pour les jeunes sportifs, les Jeux du Grand Genève sont un moyen d'entrer dans la cour des grands. Moi, je suis avec que des Suisses dans le tableau supérieur avec la demi-finale et la finale. C'est un truc un peu pour moi, international. Je trouve que c'est bien pour m'habituer à jouer avec des gens d'autres pays. Plus qu'une compétition, les entraîneurs y voient un véritable intérêt à long terme au-delà des Jeux. Un des buts pour nous de participer aux Jeux de Genève, c'est aussi de créer des contacts justement avec les départements de Haute-Savoie, de l'Ain, pour faire des échanges, pourquoi pas plus tard faire des stages l'été ensemble ou une autre compétition chez eux. Alors que le Grand Genève peine parfois à grandir, ces Jeux s'imposent en exemple avec des valeurs du sport transférées au niveau politique. Le sport, a priori, c'est les mêmes règles de part et d'autre de la frontière. C'est la même envie de gagner, mais tout en respectant les règles de fair play. C'est des valeurs communes, de dépassement de soi, de travail d'équipe, d'accepter qu'on n'est pas gagnant, d'être heureux qu'on est gagnant sur une base positive. Et donc, c'est des valeurs qu'on peut promouvoir aussi pour le Grand Genève. La région n'est pas toujours bien vécue. Certains trouvent qu'il y a des difficultés, et il y en a certainement. L'emploi, le logement, les transports. Mais de montrer que c'est un espace de vie commun. Et qu'on a aussi tout intérêt à développer des actions qui font qu'on se voit autrement que dans des situations difficiles, qu'on travaille ensemble, qu'on développe des projets ensemble, ça peut être culturel, ça peut être sportif. Et là, les Jeux du Grand Genève sont la preuve que on peut vivre cet espace de vie ensemble de manière positive. Reste encore du travail côté politique car le sport ne peut pas tout régler. À plus petite échelle, le bilan des Jeux est lui plutôt positif. Première chose, pour moi, c'est un grand succès parce que déjà, le temps était avec nous. Et puis, si vous voulez, la fréquentation est très très grande. Vous pouvez l'entendre peut-être dans le fond d'aujourd'hui. Il y a des enfants qui s'amusent à ma gauche, il y a tout le rugby à ma droite. Plus au fond, il y a le football et il y a beaucoup de public. Et vraiment, à ce niveau-là, c'est très réussi. Lorsque j'ai distribué les médailles, il y avait un Français, il y avait un Vaudois, il y avait un Genevois. Une fois, c'était un Français de l'Ain, une fois un Français de la Haute-Savoie. Donc vraiment, c'était bien réparti. Certes, il y a certains sports où il n'y a eu que des Suisses. Parce que c'est des sports qui sont peut-être peu pratiqués en France. Bon, c'est peut-être un des buts des Jeux du Grand Genève, c'est de démontrer qu'il y a des autres sports et peut-être de faire implanter en France ou dans le canton de Vaud des sports qui se pratiquent à Genève. Mêler les sports et les athlètes au-delà des frontières et des cantons, un pari pour les années à venir dans le Grand Genève. Mais une chose est sûre, pour ces jeunes, la frontière n'est que sportive. Un adversaire reste un adversaire quelle que soit sa nationalité. Sybille Bonvin, Antoine Bloin, bonsoir. Alors on l'a vu dans le sujet, les Jeux se sont bien déroulés sur les 6 lieux de compétition. Il y a quand même un grand absent pour ces Jeux, c'est le canton de Vaud. Mais qu'au niveau des lieux de compétition, puisqu'on avait des équipes du canton de Vaud, puisqu'on l'a vu dans le rugby. Donc effectivement, au niveau des lieux de compétition, il a été fait le choix cette année de plutôt aller sur Divonne.
Il y a 2 ans, on avait fait à Nyon, donc on fait aussi des choix de lieux, vu qu'on a cette chance énorme d'avoir un Grand Genève qui est sur une grande surface. Donc on va dire, message aux Vaudois, ce n'est que partie remise. Je crois qu'effectivement le rendez-vous a été manqué cette année avec les Vaudois, mais c'est effectivement que partie remise et c'est important que l'ensemble du territoire soit concerné quand on veut donner une image de territoire uni. Après, la centralité du Grand Genève, comme son nom l'indique, reste Genève, qu'on soit d'accord ou pas. Et c'est pas forcément choquant, mais effectivement, tout le monde a été un petit peu déçu que rien ne puisse se faire facilement sur le canton de Nyon. Ça veut dire qu'il faut garder des lieux de compétition assez proches. C'est le problème du public. Plus les lieux vont être espacés, plus ça va être difficile au public de pouvoir voir tous les sports. Divonne faisait la remarque en disant c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas foncièrement des gens qui étaient à Vessy qui sont venus à Divonne pour voir l'aviron ou le padel. Donc c'est un peu le luxe qu'a Genève, c'est qu'on est une petite ville, mais de faire 10 km, ça devient vite la croix et la bannière. Donc c'est ça qui est compliqué. Pareil, quand il y a eu le foot à Nyon, c'est clair que l'avantage de faire le foot, le rugby avec le tir à l'arc à Vessy, les gens qui viennent voir le foot découvriront peut-être d'autres sports. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir un lieu central. L'avantage d'avoir un lieu éclaté aussi, c'est que ça permet à des gens de savoir qu'on a Châteaubleu à Annemasse, qui est une magnifique piscine, savoir qu'on a le lac de Divonne où on peut faire du padel et que c'est très agréable. Donc voilà, il faut juste trouver le juste milieu entre les deux. On parlait tout à l'heure des Jeux de Rio. Je crois que toutes les grandes capitales qui cherchent à organiser des Jeux cherchent à avoir des choses assez compactes. C'est effectivement, il faut réfléchir à les avantages, des inconvénients et il faut que les organisations pèsent à chaque fois le pour et le contre. Alors Roger Servetta m'a parlé pendant les Jeux de faire circuler les sportifs dans l'ensemble du Grand Genève, faire venir des Français en Suisse, des Suisses en France. Est-ce que c'est possible concrètement de faire ça en termes de licence, de compétition? Comme l'a dit très justement aussi les jeunes, c'est la compétition qui compte, un adversaire reste un adversaire. Donc il y a peut-être des sports comme le tennis où c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de points. Puis après on peut profiter, comme l'a dit aussi très justement l'entraîneur cantonal du tennis de table, de permettre des liens, c'est-à-dire qu'on fait des tournois sans foncièrement des points, mais on crée une rencontre, on crée des nouvelles joutes qui peuvent être intéressantes. Donc oui, moi je trouve que c'est très intéressant aussi de temps en temps que les Suisses aillent boire un peu à l'extérieur, voir ce qui s'y passe, et inversement, parce que ça permet de voir une autre vision, de voir une autre façon de voir le sport, et c'est toujours, cette ouverture d'esprit est toujours importante. Antoine Blanc? Je crois que c'est déjà quelque chose qui se fait régulièrement. On peut citer l'escalade où on voit un pourcentage important de Français qui vont participer à cette course à pied. On voit le Tour du Canton qui vient s'exporter de temps en temps sur le territoire français. Saint-Julien cette année. À Saint-Julien cette année. Donc il y a déjà des échanges qui se font et il faut bien entendu les encourager. Après, il faut que le sportif effectivement il trouve son intérêt et sportivement, quand effectivement pour ses classements ça lui rapporte rien ou autre, il faut réussir à trouver autre chose que le résultat compétitif. Et effectivement, l'échange et puis de voir un peu un autre fonctionnement est important. Est-ce qu'on peut entreprendre des projets communs, comme des infrastructures, des salles omnisports, dans le Grand Genève, qui seraient possibles entre la Suisse et la France? La problématique, c'est comme pour les courses, par exemple. Il parlait du Tour du Canton. Quand vous faites une course en France, vous devez fournir des documents que vous n'avez pas besoin de fournir en Suisse. Donc, par exemple, je sais que le Tour du Canton, ils vont volontiers en France, mais ça leur demande en termes logistiques et administratifs quelque chose de lourd. Nous, toutes les règles en termes de matières sportives et d'infrastructures sportives sont gérées par l'Office fédéral du sport. Et en France, c'est par Paris et son ministère chargé des sports. On n'a pas les mêmes règles, malheureusement. Alors, ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'y arrivera pas. On l'espère, parce qu'effectivement, on est quand même dans un microcosme et je pense que ce serait quand même utile. On le voit, nous, puisqu'à la ville de Genève, on a fait d'études sur les effets de débordement et par exemple, on voit que la piscine des Vernets est énormément utilisée par les Français. Donc, il y a un transfert et c'est clair, et le transfert doit se faire dans les deux sens. Donc, on ne peut que espérer à moyen terme de réussir à créer un centre sportif qui serait à cheval. On a assez de zones à cheval entre nos deux pays et puis que ce soit quelque chose d'unique. Mais voilà, l'avenir nous le dira. En tout cas, je pense que ça peut être une belle opportunité. Alors pour les jeunes, participer au Grand Genève, il y a un attrait de la compétition. Pour les villes, c'est quoi l'intérêt de participer, d'organiser ces jeux justement? C'est justement de casser la frontière. Hein. Je veux dire, on est voisins tous les jours, on cohabite tous les jours quelque part. Je veux dire, tout le monde connaît quelqu'un qui vit en France et inversement. Donc à un moment donné, cette frontière, oui, elle est là. Mais comme le disait notre magistrat,
il ne faut pas la prendre comme une coupure, mais comme une couture. Je pense que c'était ça le but de ces jeux-là. Et c'est en formant notre jeunesse à cette habitude-là, à travailler ensemble, à faire des choses ensemble, qu'à terme, il y aura des projets communs et puis que on est sur le même territoire. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de l'escalade, on nous a proposé cette partie française. Après, on a dit non pour des raisons historiques, mais je pense qu'on est très très proche d'eux et inversement. Et puis que, en tout cas, ça n'engage que moi, mais je pense qu'on est plus proche de la partie française que de Bâle ou de Zurich. Alors, pourtant, ils font partie du même pays que nous. Donc, moi, je pense que c'est un plus, puis qu'il faut qu'on commence par la jeunesse et que c'est la jeunesse qui va nous montrer le chemin. Nous verrons dans la prochaine édition quelle ville sera haute pour les Jeux. En tout cas, quel que soit le lieu, les Jeux du Grand Genève, ce sont des compétitions destinées à tous. À l'image des Jeux paralympiques, le Grand Genève proposait du foot pour les personnes ayant un handicap mental. Match de foot très ordinaire sur la pelouse de Vessy. 6 équipes en lice pour les Jeux et des joueurs venant de tout le Grand Genève. À la différence près que ces footballeurs sont des sportifs pas comme les autres. Nous sommes une équipe qui organisons une journée de rencontres de personnes en situation de handicap mental. Quand vous leur mettez une tenue de footballeur, ils perdent un tout petit peu leur côté handicap et ils deviennent footballeurs. Donc si on regarde au bord du terrain, souvent, ou même sur le terrain, moi j'appelle ça des spectateurs. Ils sont là sur le terrain, ils sont avec leurs collègues, ils font partie d'une équipe et c'est un moment où c'est un moment qui est différent pour eux. Ils deviennent footballeurs et ils font un match de foot. C'est important d'être représenté aux Jeux du Grand Genève. C'est nous faire connaître par les gens, par le monde et aussi les connaître eux. Parce que je dis toujours, on a de la peine à prendre le contact avec eux. C'est simplement pour moi de la méconnaissance. Le sport pour dépasser le handicap, Céline Van Til connaît bien ce raisonnement. Suite à une chute à cheval en 2008, elle reste malvoyante. Aujourd'hui, elle est à 2 doigts d'aller à Rio en paradressage. Bien évidemment, le sport, c'était peut-être un des meilleurs moyens pour me rétablir. Je suis très fière d'être marraine des Jeux et je tiens vraiment à les encourager, à les motiver et leur montrer que oui, c'est possible et ils peuvent y arriver, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Au palmarès, c'est elle qui remet les médailles aux footballeurs. À la descente du podium, le sourire est sur toutes les lèvres. On est heureux d'être arrivé jusque-là. Et je pleure de joie aussi. Et ça, c'est vrai. Très beau moment en tout cas. Sybille Bonvin, Antoine Bloin, on a l'impression que le handisport est encore assez peu développé dans le Grand Genève. Est-ce que je me trompe ? Ça commence du côté au Savoyard. On a 2 associations principalement qui l'une s'occupe du sport adapté et l'autre du sport du handicap physique. Et forcément, ça dépend aussi du nombre de licenciés potentiels. Donc, plus le territoire va grandir et plus les clubs pourront se structurer. Et tout à l'heure, on parlait de transfrontalier. Et je crois que c'est une piste qui serait vraiment bonne pour justement densifier un petit peu l'offre de sport. Parce que la difficulté sur le sport handicap, c'est l'accompagnement. Beaucoup de bénévoles et ça demande de l'attention, tenir sur la durée. Et c'est ça la difficulté. Sybille Bonvin, un mot ? C'est vrai qu'au niveau Genevois, le handisport est relativement bien développé, tant au niveau sport pour personnes à mobilité réduite que pour les personnes avec une déficience mentale. On va organiser en 2018 les National Special Games. Il y aura plus de 3000 athlètes qui vont être sur Genève pendant 4 jours. Donc c'est vrai qu'il y a un engouement à Genève et ça fonctionne plutôt bien. Par contre, je pense qu'alors là, on doit apprendre des Français. Parce que les Français, eux, ont de manière très intelligente, comme d'ailleurs la plupart des pays en Europe, inclus complètement dans leur fédération sportive ce monde handisport. Nous, malheureusement, ce n'est pas encore foncièrement le cas. Donc on a une association handisport qui gère tous les sports handicapés. Puis le but à terme, c'est effectivement que, comme vous l'avez vu, que les matchs des Schtroumpfs fassent partie de l'association cantonale de football à part entière. Donc là, voilà, quand on parlait des échanges qu'on pouvait avoir, maintenant on peut échanger sur ce sujet-là et s'apporter mutuellement beaucoup de choses. J'imagine que chacun va prêcher un peu pour sa paroisse, mais c'est important pour nos téléspectateurs de savoir ça. Où est-ce qu'il est plus simple de faire du sport pour handicapés, en Suisse ou en France ? Ça va dépendre du sport. Ça va dépendre du sport, oui. D'accord. Quel type de sport, par exemple ? Après, je pense que Genève a l'avantage d'être une ville internationale et d'avoir des infrastructures sportives. Alors oui, je presse pour ma paroisse, mais d'avoir les infrastructures sportives qui sont fortement développées par rapport à la taille de sa ville, avec une volonté politique de rendre toutes nos infrastructures sportives qui sont
accessible. Par contre, vous me corrigez si je dis faux, mais l'accessibilité au sport en tant que tel pour une personne handicapée est peut-être plus facile en France parce qu'on va l'aider. En Suisse, c'est quand même un peu le parcours du combattant des fois parce qu'on vous donnera pas d'heures en dehors. Voilà, vous devrez le faire comme tout le monde et c'est pas facile d'accéder à une piscine entre 5 et 6 heures quand il y a 1000 personnes qui sont dans le bassin. Donc voilà, donc c'est peut-être là-dessus où on a chacun à apprendre de nous. Et des uns et des autres, mais je pense qu'en termes d'infrastructures sportives, en tout cas les nôtres et puis Château Bleu qui a été construit aussi il n'y a pas longtemps, sont totalement accessibles et permettent un accueil totalement adéquat des personnes à mobilité réduite et avec des déficiences. Pour le ski, il y a beaucoup de partenariats qui ont été développés avec les stations proches, justement, pour poser le matériel, pour adapter les infrastructures au handicap et c'est bien pratique aussi pour le ski côté français. Pour l'instant, au Jeux du Grand Genève, il n'y a que le foot pour les personnes en handicap mental. Est-ce qu'on peut aller vers d'autres sports dans le futur ? C'est comme a dit M. Blouin, rien n'est fermé. On est permis de rêver à tout. C'est vrai que c'est l'encadrement qui va être compliqué. C'est peut-être plus compliqué en termes techniques. Mais pas foncièrement, parce que comme vous l'avez vu, je veux dire, ils ont une joie de vivre qui est tellement communicative que quelque part c'est peut-être compliqué parce qu'on a besoin de plus d'encadrants. Mais après, c'est une telle joie de vivre que le bénéfice vaut tout ce que ça pourrait amener. Les Jeux de Genève, c'est leur 3e édition. Il faut qu'on évolue. Les Jeux Olympiques ont des années et des années. Et puis, ça fait pas longtemps que les Paralympiques se situent juste après. C'est que depuis Barcelone. On a le temps d'évoluer et puis je pense qu'on va les intégrer très prochainement. Un sport qui est beaucoup pratiqué de notre côté de la frontière, c'est la pétanque. La pétanque est facilement accessible pour le sport adapté et je pense que c'est quelque chose, il y a un potentiel à creuser de ce côté-là. Et le tennis, on a le tournoi d'Amphion qui se passe dans votre zone, qui est un tournoi aussi qui se passe tous les 2 ans pour le tennis sur fauteuil roulant, et on a le Swiss Open qui se passe à Genève. Donc là aussi, il y a des synergies à trouver. Et le tennis, comme la pétanque, a cet avantage de permettre un partage entre personnes valides et personnes invalides. Donc ça aussi, c'est un mélange qui peut être... Donc tout est envisageable. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions sur le plateau d'ensemble. Je crois qu'on peut d'ores et déjà se donner rendez-vous pour la 4e édition des Jeux, sans problème. Voilà un lieu qui devrait vous passionner, c'est le site Dinoplagne, découvert par 2 passionnés de paléontologie. Sur place, des traces de dinosaures parfaitement conservées. Je m'y suis rendue avec Colline Hutz, regardez. Nous sommes ici à Plagne, à quelques kilomètres de Bellegarde sur Valserine. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un retour dans le passé de 150 millions d'années sur les traces de ces créatures que vous avez étudiées, qui vous ont peut-être fasciné, les dinosaures. Nous sommes sur la piste de traces de dinosaures la plus longue au monde. Alors est-ce que ce sont des traces de tyrannosaures ou de diplodocus? Moi j'en ai aucune idée, je vais donc demander à des spécialistes. Bonjour Patrice Landry. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène Marco. Bonjour. Vous êtes les découvreurs du site. Alors quels dinosaures ont foulé ce sol il y a 150 millions d'années? Voilà, ici c'est essentiellement un gros dinosaure sauropode. C'est dinosaure herbivore, vous avez dit diplodocus, c'est un peu dans la famille. C'est un très gros animal, 30 tonnes on va dire, 30 mètres de long, 6-8 mètres de haut. Une bête qui marche sur 4 poteaux en fait. On va distinguer des détails importants. Les doigts, c'est 5, 1, 2, 3, 4, puis 5 ovales, ronds, sont en fait les doigts de l'animal qui posait sa main comme ça. C'est un gros éléphant, en quelque sorte. Un éléphant de 30 tonnes au lieu de 4 tonnes. Alors là, c'est une trace d'un dinosaure un peu différent. C'est lequel? Voilà, c'est un carnivore, un théropode. C'est quand même un animal qui faisait 3 mètres de haut, qui avait des dents comme ça, beaucoup de dents. Donc c'est pas un petit animal alors? C'est pas un petit animal. On va remarquer le talon, 1, 2, 3 doigts. Et puis au bout des doigts, la trace de griffes. Ce sont les animaux qui tournaient autour des troupeaux d'herbivores, comme aujourd'hui en Afrique, les lions tournent autour des troupeaux de buffles et de zèbres. Ici, on a la chance d'avoir une faille qui a décalé la couche sur laquelle les empreintes se sont formées.
Et cette faille, cette coupe, va nous montrer l'impact du pas du dinosaure sur les sédiments. C'est juste ici, Là, c'est bien ça. vous êtes dans le pied, D'accord. où il a posé. On voit tous les sédiments dessous qui sont courbés. Justement, le paysage ici ressemblait à quoi? On m'a dit que c'était un peu un paysage type Bahamas. Est-ce que c'est bien vrai? Voilà, il y a 150 millions d'années, nous étions aux Bahamas. On n'est pas à 800 mètres d'altitude, mais au bord de la mer. 150 millions d'années, les Bahamas, une série d'îlots, je ne devrais pas dire d'îlots, d'îles importantes. Le site est recouvert l'hiver pour le protéger. On imagine qu'il y aura prochainement des aménagements pour les visites pour le public? C'est d'un tel intérêt, c'est tellement rare d'avoir un site aussi exceptionnel que tout va être fait pour développer du point de vue touristique ce site. Mais comme Plagne est à une altitude de 800 mètres où il neige, il faut absolument que ces traces aient un toit. Donc les projets sont en cours et on espère bien qu'en 2018, le public verra tout ce qui va être construit là autour. On peut vous souhaiter de découvrir encore plein de traces. On va s'y mettre, on a déjà des idées. Alors pour poursuivre un peu la balade, direction le sentier des Pertes de la Valserine. Les Pertes de la Valserine, c'est ce grand canyon qu'il y a juste derrière moi. Expliquez-nous un petit peu cet endroit majestueux, on se croirait au Grand Canyon des États-Unis. C'est effectivement magnifique. On découvre très bien que la rivière a creusé son lit au fil du temps dans une roche calcaire, mais qui du coup était beaucoup plus tendre qu'ailleurs. Et on est vraiment, vous l'avez dit, sur des canyons. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'en fonction du niveau de l'eau, pour arriver des fois à des points culminants, c'est-à-dire notamment au moment de la fonte des neiges, l'eau recouvre complètement tout le site. Donc là, on imagine, on se met au bord comme si l'eau était juste à nos pieds. Exactement. Quels sont les grands points qu'on peut voir en longeant ce sentier qui fait à peu près 2 heures de balade, c'est ça? Voilà, c'est 2 heures. Alors, il y a des points stratégiques. Donc nous sommes ici aux Pertes de la Valserine. Après, il y a le site de Métral, qui était donc la rencontre de l'industrie balérienne de l'époque. Donc le site conduit aussi au Moulin Convert. On utilisait la force mécanique de la rivière pour en fait actionner par l'intermédiaire de poulies et de câbles une minoterie qui était située sur la rive droite de la Valserine. Ensuite, on arrive à la Guérite des Douaniers. On est pratiquement à la fin de la balade, pratiquement au centre de Bellegarde. Et donc, c'était un point stratégique qui a généré aussi beaucoup de contrebande, notamment au 19e siècle, puisque c'était la zone franche entre la Suisse et la France. Merci pour toutes ces informations. On aura le plaisir de randonner le long de la Valserine. Merci pour votre visite et on vous accueillera encore avec grand plaisir. Merci. Et quant à nous, on se donne rendez-vous en septembre. Je vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt.